Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bah, écoutez, Gérard, vous me faites signe quand vous souhaitez que je passe les diapos. Voilà, bah, je vous le dirai. Très Donc, bien. comme je le disais, je suis donc ravi de partager ce début d'après-midi avec vous sur ce thème tabac et précarité. Donc, sur la diapo suivante, ça vous permet un petit peu de nous présenter. Nous sommes deux pour parler de ce sujet. Tout à l'heure, Valentine Aya, qui travaille au CPN de l'Axou, qui se présentera plus en détail, va vous parler plus particulièrement de son expérience en milieu carcéral. Moi, je suis donc pneumologue et tabacologue, je travaille à Metz, et je vais vous faire un peu un panorama plus général sur le sevrage tabagique et sur la prise en charge des patients précaires. La diapo suivante me rappelle juste que j'ai quelques vagues conflits d'intérêts qui ne sont pas directement importants dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors, pour faire un petit peu le point, je commence par la situation en France actuellement. La situation en France, vous le savez, c'est une baisse du tabagisme, mais quand même toujours encore 12 millions de fumeurs. On voit qu'on est à peu près à 24,5% de fumeurs quotidiens, comme vous le savez, et plus de 6 fumeurs quotidiens sur 10 veulent arrêter, avec des tentatives d'arrêt en augmentation. Pourquoi on a eu la baisse de cette prévalence du tabac? C'est tout un faisceau d'éléments, augmentation des prix, le paquet neutre, le remboursement des aides, en particulier des substituts nicotiniques, l'opération Moi sans tabac, les législations et l'apparition de la cigarette électronique. Donc on ne peut pas reparler de tous ces éléments, néanmoins, vous les avez listés ici. Alors par rapport aux patients précaires, on voit que la lutte contre le tabagisme, comme le rappelle ce grand rapport de la Cour des comptes de décembre 2012, a été beaucoup moins efficace en France parmi les patients précaires. Alors je vous propose le plan suivant. Là, il y a une diapo qui a sauté, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez avancer. Voilà, merci. Donc le plan, je vais vous faire un petit peu tabac et inégalité sociale. On fera une pause question à la fin. Ensuite, vous rappelez les principes de l'arrêt du tabac, mais je pense que si vous avez suivi les webinaires antérieurs, vous savez déjà beaucoup de choses. Et la troisième partie sera plus branchée sur l'application aux fumeurs précaires. Alors on commence par la première partie, le tabac et les inégalités sociales. Vous le savez, le tabac est un marqueur social, et encore tout récemment, lors de la Journée mondiale sans tabac, Libération titrée, tabagisme chez les plus précaires, la dépendance est plus importante. On le voit bien sur cette diapo, où il y a environ 15 points d'écart entre les précaires et les gens qui ne le sont pas, tant au niveau des diplômes que des revenus, que de la profession. On voit par exemple que ceux qui ont un travail fument beaucoup moins que ceux qui sont chômeurs. On voit que ceux qui ont des revenus élevés fument beaucoup moins que ceux qui ont des revenus plus bas. Dans le Grand Est, on a un lourd tribut qui est lié au tabagisme, et vous le savez, on a encore 30% des 18-75 ans qui fument quotidiennement dans le Grand Est. Et vous voyez la zone Grand Est, avec l'incidence du cancer du poumon. J'ai mis l'homme, mais j'aurais pu mettre la femme. La zone Grand Est à droite sur la BPCO, avec l'incidence des hospitalisations pour exacerbation. La morbimortalité est importante chez les fumeurs précaires, par exemple par cancer du poumon, par BPCO, par coronaropathie. Et il y a des différences avec une augmentation d'un tiers des différences de mortalité liées aux inégalités sociales. Et les mesures anti-tabac récentes n'ont pas véritablement beaucoup modifié ce gradient social.
Alors, ça commence à l'initiation. On sait qu'il y a plus de tabagisme actif quand on a des familles avec des parents séparés, des familles moins favorisées, plus de gens qui fument. On a aussi plus de tabagisme passif dans ces différentes familles. Pourquoi on a plus de tabagisme chez les patients précaires? Une multitude de facteurs l'expliquent, qui s'alimentent entre eux, forment des cercles vicieux, ce que j'ai essayé de représenter sur la diapo. Ces fumeurs ont des conditions de vie plus difficiles, sont stressés, manifestent de l'ennui, sont souvent seuls. La cigarette pour eux a une fonction socialisante, conviviale. Et la précarité va jouer à 3 niveaux, à la fois l'initiation, la progression vers un usage régulier et également le maintien. Si on regarde par exemple l'influence sur les cancers de la précarité, et là j'étais quand même très surpris des chiffres, dans une étude récente en France, les cancers liés au tabac sont en excès de 28% dans les quintiles les plus défavorisés chez les hommes et de 43% dans les quintiles les plus défavorisés chez les femmes. Par ailleurs, au niveau des grossesses, on sait depuis de nombreuses années que le tabagisme chez les femmes enceintes est beaucoup plus important dans les groupes socialement défavorisés. Vous voyez ici en Écosse, 28% des femmes enceintes qui fument dans le groupe défavorisé par rapport à 13% dans le groupe le moins défavorisé. Et ça a une influence sur le nombre de cas de décès in utero, sur les taux de mort subite après la naissance. Il y a donc un travail à faire sur la prévention du tabagisme, en particulier chez ces personnes défavorisées, ce qui permettrait d'éviter jusqu'à 40% des décès. Et il y a également des fractures numériques en santé auprès des populations vulnérables. Je vous invite à lire ce rapport dont je vous ai mis les références en bas, 2023. On voit que 56% des Français estiment depuis la Covid mieux maîtriser les outils numériques. Et on voit bien qu'entre les cadres et les personnes défavorisées ou non diplômées, il y a des inégalités numériques avec des difficultés à une pleine utilisation de ces outils, un manque de maîtrise, des équipements obsolètes ou pas d'équipement du tout, d'où l'absence et la difficulté d'accès à Internet. Voilà un petit peu le panorama que je voulais faire. Et maintenant, si vous avez des questions plus spécifiques sur cette partie tabac et inégalité sociale, je veux bien y répondre. Sinon, on peut rediscuter de tout ça un petit peu plus tard. Avez-vous des réflexions sur tabac et inégalité sociale? Valentine, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce stade? Vous branchez votre micro. J'avais coupé mon micro, excusez-moi. Non, peut-être ajouter que par rapport à tabac et grossesse, il y a une intervention à venir, un webinaire sur tabac et périnatalité qui, je pense, renforcera bien ce propos. Mais en effet, il y a un gros travail, à faire chez les femmes enceintes. Effectivement, ce webinaire sera fait par une sage-femme tabacologue très compétente que je connais bien, qui est Cathy Meyer et qui travaille à Pau, et qui va vous faire ça, je crois, c'est dans quelques jours. Hein. Je me souviens. C'est le 16 novembre, à 14h. Voilà, très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de continuer avec la deuxième partie, qui va être assez rapide, puisque ce sont les principes. Je crois que quelqu'un levait la main, alors c'est peut-être une mauvaise manip pour une question. Non, j'aurais aimé savoir si vous avez des leviers spécifiques pour cette population. Si vous avez des leviers spécifiques, des outils de contact. C'est la troisième partie de l'exposé.
Là, c'était un peu un panorama sur inégalité sociale et tabac. J'en profite pour m'excuser de ma voix, mais je suis un peu atteint par les virus, hein, comme vous entendez. Donc la troisième partie, ça va être justement consacré aux leviers, aux outils qu'on peut mobiliser pour travailler plus chez les patients précaires. Donc si vous voulez, on attaque la deuxième partie. Donc c'est beaucoup des rappels, hein. Donc le tabagisme, on considère que c'est une maladie chronique avec des cycles d'arrêt, des cycles de reprise. Donc c'est une dépendance, mais c'est aussi un comportement. Et comme vous le voyez sur le petit graphique en bas à droite, là, vous avez le taux d'arrêt avec placebo pour différentes addictions. Vous voyez que c'est dans le bras nicotine, donc dans les bras d'arrêt pour les fumeurs, qu'on a les moins bons résultats, dans les bras placebo. Ce qui prouve que l'addiction au tabac est une addiction très forte. Pour l'illustrer, je vous ai mis cette phrase d'un auteur, Michel Houellebecq, gros fumeur, qui écrit « Le soulagement que m'apporte la première bouffée est immédiat, une violence stupéfiante, la nicotine une drogue parfaite, une drogue simple et dure, qui n'apporte aucune joie, qui se définit par le manque et la cessation du manque. » Alors vous le savez, il y a beaucoup d'arrêts spontanés, il y a pas mal de gens qui essayent d'arrêter, il y en a quelques-uns qui réussissent, donc sans aucune aide. On peut être optimiste dans ce sens ou dire que 2/3 des sevrages, à un moment donné du parcours du fumeur, s'arrêtent, mais souvent à un âge tardif. Et puis il y a le versant pessimiste qui dit seuls 3 à 5% des fumeurs sans aide réussissent à être abstinents à long terme. Et vous voyez sur le petit graphique que les rechutes, que les reprises ont lieu très souvent dans les 8 premiers jours. C'est pour ça que la HAS dit que 9 fumeurs sur 10 ne réussiront pas à arrêter sans aide. Alors, dans le sevrage tabagique, il y a 3 parties. La partie préparation, on va aller très vite, la partie traitement et la partie suivi. Et la partie suivi, elle est très importante parce que c'est 50% de la réussite. Alors la préparation, vous le savez, c'est le repérage du tabagisme. Valentine va en reparler avec le repérage précoce et l'intervention brève tabac. Posez la question, où en êtes-vous avec le tabac, sans être culpabilisant, et insister sur les bénéfices de l'arrêt. Ensuite, il va y avoir le bilan tabac sur la diapositive suivante. Une fois qu'on aura identifié, vous avez en gros 5 éléments importants à rechercher. La dépendance, vous le savez, on la mesure par le test de Fagerström et en tabacologie par le taux de CO expiré. Plus on inspire, plus on inhale fort, plus le CO est élevé. Deuxième élément à connaître, les troubles anxio-dépressifs, qui sont particulièrement fréquents chez les patients précaires. Troisième élément, les substances autres consommées, alcool, cannabis, cocaïne, etc. Quatrième élément, c'est le poids et est-ce que cette personne bouge, est-ce qu'elle pratique de l'exercice. Et le dernier élément, vous n'êtes pas étonné de le retrouver, c'est la précarité socio-économique. La motivation, on pourra en rediscuter un petit peu plus loin, pour savoir si le patient est prêt à l'arrêt, prêt à réduire, prêt à l'arrêt complet. Vis-à-vis de la précarité, vous connaissez sûrement ce score. Je vous invite à aller rechercher sur Internet avec 11 questions. C'est le score EPIS qui permet de classifier en fonction des différents éléments
pour une personne qui aurait un score à partir de 30, on considérerait que cette personne a un score de précarité important. Ensuite, je n'insisterai pas sur l'entretien motivationnel parce que Valentine va en dire un petit mot. Je pense qu'on a déjà dû vous en parler dans les webinaires antérieurs. Vous savez que les techniques, c'est des questions ouvertes, c'est la reformulation, le renforcement, faire des résumés au cours de l'entretien et toujours bien remettre dans le contexte avec des principes d'empathie sans vouloir absolument convaincre. C'est ce qu'on appelle rouler avec la résistance et donc dans un esprit collaboratif. Il y a de très bonnes vidéos sur YouTube sur l'entretien motivationnel. Ensuite, vous avez les aides validées. Je pense que vous les connaissez. On les a déjà énumérées. En première ligne, les substituts nicotiniques et les thérapies cognitivo-comportementales. En cas d'échec, le Champix, la varénicline, mais qui n'est pas disponible actuellement, ou le bupropion, qui est un médicament de prescription. Et puis en dessous, je vous ai mis acupuncture hypnose, considérée par la HAS comme inefficace, mais pouvant quand même être proposée. Et on redira un petit mot tout à l'heure sur la vape ou cigarette électronique, qui n'est pas un outil validé de sevrage tabagique, mais qui est utile quand elle est bien conseillée, et on reverra un petit peu plus loin les conditions de prescription. Donc à l'arrêt du tabac, je vous rappelle qu'il y a deux phénomènes. Celui qui est dans les premières semaines, c'est le syndrome de sevrage, qui est dû essentiellement au manque de nicotine, avec l'envie de fumer, l'irritabilité, l'insomnie, etc., les troubles de concentration, et à distance pouvant survenir même quelques semaines, quelques mois après l'arrêt, tout à coup une envie impérieuse de fumer, qui est le craving. Ces deux éléments sont différents et les prises en charge sont également différentes. Sur la diapo suivante, qui est celle-ci, je vous ai remis les conditions de prescription des substituts. Donc, sans insister, parce que je pense que vous connaissez tout ça, on peut utiliser plusieurs patchs quand on est très dépendant. On associe maintenant systématiquement patch et forme orale. Et les formes orales, il faut les mastiquer lentement pour les gommes, 15-20 minutes chaque gomme. Sucer les pastilles lentement, 15-20 minutes pour les pastilles, et les prendre en quantité suffisante. On va les utiliser sur une durée minimale de 5 semaines, mais en général beaucoup plus longtemps. Quand on a un patient BPCO, par exemple, il n'est pas rare d'utiliser les substituts pendant 3 à 4 mois. Vous le savez, ces substituts sont remboursés sur ordonnance. Et vous avez ici tous les gens qui peuvent prescrire les substituts. Et dans les hôpitaux, il y a des programmes maintenant dans beaucoup d'hôpitaux où les infirmières peuvent d'emblée proposer des substituts nicotiniques aux patients qu'elles ont en charge dans leur lit. Les kinés peuvent également le faire. Il faut savoir que certaines gammes sont maintenant déremboursées selon le vœu des laboratoires et que si on veut vraiment savoir ce qui est remboursé, il faut aller sur le site de la Sécurité sociale, sur amélie.fr, taper substitut nicotinique et voir ce qui est réellement remboursé. Comment les prescrire? Vous savez qu'on commence par classiquement une cigarette, 1 mg de substitut, donc un paquet de 20 cigarettes, c'est un patch 21 mg. La plupart du temps, on est sous-dosé, donc les gens ont de l'insomnie, sont irritables, ont des troubles de concentration. Très rarement, ils sont surdosés, avec une bouche pâteuse, de la diarrhée, des nausées, des palpitations. Et il faut aboutir à avoir rapidement, en quelques jours, le bon dosage. Sur la diapo suivante, je vous rappelle, et ceci est fréquent chez les patients précaires, que les cigarettes roulées nécessitent des doses plus élevées de substituts nicotiniques. En général, on va presque jusqu'à doubler les doses de substituts nicotiniques.
Troisième versant du sevrage, c'est le suivi. En début, le suivi dans nos consultations de tabaco, c'est toutes les semaines, puis toutes les 15 jours, puis tous les mois, pendant une durée de 3 à 6 mois. On peut travailler en groupe, on peut travailler en face-face, on peut travailler par consultation téléphonique. Et je rappelle également la ligne Tabac Info Service 3989 qui peut donner des rendez-vous et permettre un suivi à un fumeur en dehors des heures classiques de consultation. Je vous rappelle que le sevrage tabagique, c'est également pluriprofessionnel. Beaucoup de gens y travaillent ensemble. C'est un travail d'équipe avec, par exemple, les sages-femmes pour les femmes enceintes, le pharmacien, les infirmières, les diététiciennes pour la prise de poids, les psychologues en cas de troubles anxio-dépressifs, etc. Il faut gérer les traitements, traiter le stress et voir comment le gérer, d'où des outils dont Valentine vous parlera tout à l'heure. Repérer régulièrement les troubles anxio-dépressifs. Enfin, suivre le poids, qui est fréquemment un problème lorsqu'il y a une prise de poids trop importante. Les bénéfices de l'arrêt du tabac doivent toujours être rappelés, et ça vous le trouvez sur tous les sites. Dès 20 minutes, il y a une amélioration de la pression sanguine. Dès 8 heures, il y a une meilleure oxygénation. Dès 24 heures, le CO, que l'on mesure avec notre appareil, le CO expiré, est pratiquement disparu. Donc des bénéfices qui sont rapides et qui vont s'améliorer au fur et à mesure du temps. Je crois que j'ai terminé la partie sevrage tabagique en général, avant d'aborder donc la troisième partie, qui sont un peu les outils qui seront complétés par le travail intéressant de Valentine chez les patients précaires. Est-ce que vous avez des questions sur le sevrage tabagique en général? Par rapport d'ailleurs à tous les webinaires que vous avez déjà eus. Monsieur Lakomski? Oui. Oui, bonjour. Donc moi je suis médecin généraliste et juste faire un petit commentaire. Donc, quand les gens prennent du poids, moi je leur dis avant d'arrêter le tabac, c'est d'abord de faire attention à pas trop manger le soir et je leur dis pas de sucre le soir. Donc ils arrivent à stabiliser, voire perdre un peu de poids et ensuite je leur dis de préparer une date et d'arrêter le tabac. Moi je fais comme ça j'anticipe, ça évite la frustration de la prise de poids après l'arrêt du tabac. Vous avez tout à fait raison. Il y a le versant apport calorique et il y a le versant dépense calorique. Donc moi j'insiste aussi toujours sur le fait que faire de l'exercice, bouger, ça peut être également utile. Et on sait que c'est un bon outil également pour diminuer les envies de fumer et le craving. Donc il y a le versant alimentaire, diététique, et il y a le versant dépense calorique. Les deux peuvent être combinés. Et puis il y a également l'utilité des substituts nicotiniques qui, pendant la durée de traitement, permettent de freiner la prise de poids. Et également le bupropion, qui est moins utilisé, c'est le Ziban, mais qui est également démontré comme étant efficace pour limiter la prise de poids. Et il coûte 150 €, je crois, c'est ça, le traitement, la cure? Peut-être pas 150, mais non, je crois pas. Je ne sais plus quel est le tarif. C'était le prix autrefois du Champix, mais le Champix, bon, il a disparu pour l'instant, il va réapparaître, je pense, en 2024. Le Champix coûtait effectivement à l'époque 150 €, mais le Ziban, je pense que c'est quand même moins cher. Ok. C'était intéressant dans la balance. Bon, après, on peut toujours faire le calcul et c'est toujours rentable, bien sûr, mais toujours intéressant de mettre ça en information pour le patient qui souhaite se sevrer. Mais vous avez tout à fait raison d'anticiper parce que, surtout chez les personnes qui ont déjà échoué à cause d'une prise de poids, il faut absolument travailler là-dessus. Et bon, nous, on a la chance d'avoir en milieu hospitalier une diététicienne. Donc, on réfère à la diététicienne qui va plus facilement que nous proposer un certain nombre de conseils.
Vous avez dit qu'il faut doubler la dose, oui, pour un fumeur de cigarettes roulées, ce qui est fréquemment le cas des patients précaires. Ils utilisent souvent le tabac roulé parce que c'est beaucoup moins cher. Il faut doubler les doses parce que le tabac roulé, c'est un tabac entre guillemets un peu artisanal, que les gens se tassent eux-mêmes en fabriquant leurs tubes. Et on sait que ça dégage plus de nicotine, plus de goudron par rapport à une cigarette du commerce qui est parfaitement millimétrée, beaucoup plus serrée. Et c'est pourquoi il faut, c'est démontré par de nombreuses études, doubler les doses de substituts pratiquement chez les fumeurs de cigarettes roulées. Est-ce qu'il y a encore des questions sur le sevrage tabagique en général? Je crois que le plus important, c'est de bien faire le bilan au départ. Vous avez vu, il y a 5 points à voir. J'ai tout à coup de l'écho, là, c'est bizarre. Non, ça y est, ça a disparu. Ouais. Je suis en train de suivre un webinaire sur le tabac, mais c'est orienté précarité. Pourriez-vous couper votre micro, s'il vous plaît, on vous entend. C'est ceux qui organisent le siège? Madame Gatton, vous avez une question? Y a-t-il encore des... Vous avez abordé la question des cigarettes roulées, des cigarettes industrielles. Vous pourriez faire un point sur les filtres, s'il vous plaît? Le filtre, j'espère qu'il va disparaître parce que c'est une fausse sécurité. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que n'a pas réellement un effet protecteur pour la santé. D'autant que chez les patients précaires, ils ont tendance à fumer en plus jusqu'au bout, au bout de la cigarette. Oui, tout à fait. Donc, il faut absolument que ce filtre, qui était une fausse sécurité, disparaisse dans les années à venir. Pour la question du filtre, je rajouterais même que chez certains patients du coup très très précaires, il n'y a même pas de filtre. En fait, c'est directement un bout de carton où il s'arrête avant. Donc voilà, l'exposition, elle est bien directe, quoi. On est d'accord. Si vous voulez, on va faire la troisième partie, qui est celle qui est la plus centrée sur la question qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, j'ai fait 3 parties là. D'abord, rappeler le profil du fumeur précaire, ensuite les difficultés du sevrage, et ensuite les stratégies qu'on peut proposer. Alors, si vous voulez le profil du fumeur précaire, il commence à fumer souvent précocement, il méconnaît ou il a un déni des risques, à la fois du tabagisme actif et du tabagisme passif. Et puis, comme je viens de vous le dire à l'instant, il peut avoir des comportements dangereux. Vous avez cette image qui est rappelée par Robert Molimar, qui montrait que selon que les gens étaient plutôt favorisés, ils arrêtaient de fumer longtemps avant leur filtre. Et quand ils étaient très précaires, ils allaient jusqu'au bout du bout de la cigarette. Pour certains fumeurs, il y a eu des calculs qui montraient que, compte tenu du prix actuel du paquet, ça représentait jusqu'à 1/5 des revenus qui étaient consacrés au tabac. Et pour eux, la cigarette a encore une valeur positive, parce que c'est un objet d'échange, un lien social. Les gens vous disent que c'est un des seuls plaisirs qu'il leur reste pour combler l'ennui, le temps vide. On a donc une consommation tabagique qui est souvent forte, avec une dépendance qui est forte, avec également des troubles anxio-dépressifs qui sont fréquents et des coaddictions fréquentes, en particulier la coaddiction à l'alcool. Alors les difficultés. La première difficulté, c'est qu'on va leur demander d'arrêter quand ils ont un problème médical lié au tabac. Donc, par exemple, chez un fumeur précaire qui a un cancer, une BPCO, un problème d'artériopathie des membres inférieurs, on lui demande d'arrêter. C'est particulièrement difficile d'arrêter pour un problème médical. Ce n'est pas une bonne motivation. Ou alors d'arrêter pour des problèmes financiers.
Ils font beaucoup de tentatives, parfois moins que les fumeurs non précaires, parfois autant, mais surtout ils ont beaucoup plus d'échecs parce qu'ils ont un sentiment d'auto-efficacité qui est faible. La privation du tabac pour eux est un accablement supplémentaire. Ils ont souvent moins d'accès au traitement, ils utilisent donc moins les aides, ou ils ont une opinion que les aides sont inefficaces, et donc ils vont moins les suivre. Donc l'observance de ces aides va être faible. Ils ont également, et on avait étudié ça avec François Merson de Clermont-Ferrand, des troubles de la temporalité. Ça veut dire le sujet précaire, il a du mal à se projeter à long terme. Il vit dans l'instant. Et donc, c'est difficile de le voir non-fumeur dans 6 mois, dans 1 an. Il a beaucoup de freins à l'arrêt, le stress, le poids. Et il a souvent un entourage qui n'est pas extrêmement aidant. Alors, sur la diapo suivante, je vous ai remis, et Valentine va en reparler tout à l'heure, la pyramide de Maslow, parce qu'on voit bien que en haut, on a l'idée de l'arrêt du tabac, la réalisation, la création, le besoin de reconnaissance, et en bas, on a le fumeur précaire qui a des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, des besoins sociaux qui ne sont pas forcément remplis, et que finalement, l'arrêt du tabac arrive un petit peu de manière contradictoire là-dedans. Valentine va vous en reparler dans un petit moment. Alors, quelle stratégie chez les fumeurs précaires? Chercher l'intérêt pour l'arrêt du tabac. Donc, quand même, leur poser des questions au sujet du tabac. Laisser s'exprimer le fumeur. Quand je dis poser des questions, c'est que parfois, on a peur d'envisager ce sujet parce qu'on se dit que chez un fumeur précaire, il a tellement d'autres problèmes que c'est peut-être pas le moment de l'interroger sur ce niveau. Le patient est centré sur les effets négatifs du sevrage, donc le stress, comment il va combler son manque, comment il va lutter contre le besoin impérieux de fumer, le craving. Il est plus centré là-dessus sur les éventuels effets bénéfiques pour lui. Alors il faut profiter de tous les moments qu'on appelle les teachable moments. C'est les moments où il y a une grossesse, bien sûr, des demandes de contraception, des cancers dans l'entourage, le décès d'un proche suite au tabagisme, des maladies liées au tabac. Donc tous ces moments où le fumeur peut être plus touché par quelque chose qui va se produire par rapport à son tabac. Deuxième axe, c'est de l'envisager en parallèle avec d'autres projets. Donc ce n'est pas seulement le sevrage tabagique, c'est aussi essayer de retrouver un travail, c'est aussi obtenir un logement, avoir des enfants, etc. Et donc c'est réussir quelque chose dans une période difficile. Et on a parfois une très bonne surprise de voir des gens qui ont plein de difficultés, qui s'investissent pour leur sevrage et qui le réussissent. On a néanmoins un intérêt plus marqué vers la réduction des coûts chez ces fumeurs, d'où l'utilisation du tabac à rouler, dont on a déjà largement parlé, qui n'est pas une très bonne façon de réduire les risques. Ça réduit effectivement le coût. Dans ma région qui est proche du Luxembourg, les gens vont acheter une boîte de tabac à rouler au Luxembourg tous les mois. Ça représente des économies considérables par rapport à un paquet de cigarettes classiques du commerce chaque jour. Et puis ces fumeurs précaires, ils sont souvent intéressés par une réduction de consommation, en sachant que la réduction, ça peut être un moment vers un arrêt total qui seul est garanti de la diminution des risques pour la santé. À l'inverse de l'alcool, si on passe de 10 verres d'alcool à 3 verres d'alcool par semaine, on réduit les risques pour la santé. Si on passe de 20 cigarettes ou de 30 cigarettes à 15 cigarettes, on ne réduit pas réellement les risques pour la santé. Dès qu'on conserve 5-7 cigarettes par jour, les risques pour la santé sont
identiques. C'est ce que j'explique dans cette diapo. L'arrêt progressif est intéressant, mais il doit être de durée limitée, avec pour objectif un arrêt complet. Et deuxièmement, l'arrêt progressif ne se conçoit qu'avec des aides. C'est-à-dire qu'on va proposer des substituts nicotiniques. Sinon, chaque cigarette fumée va être tirée plus fortement pour compenser en quelque sorte les cigarettes manquantes. Donc, si la personne veut réduire, on va l'encourager, mais je rappelle que seul l'arrêt complet permet de réduire les risques pour la santé. Alors là, je vous présente maintenant un petit outil que vous connaissez sûrement, qui est la balance décisionnelle. On prend une feuille de papier, à gauche, on met avantage à arrêter de fumer, à droite, inconvénient. On peut faire aussi une balance avantage, inconvénient à continuer de fumer. Et ça peut être un déclencheur pour le fumeur qui va vous ramener ça à la consultation suivante pour discuter avec lui. En mettant toujours en avant les avantages, les bénéfices à court terme, puisque le sujet précaire a beaucoup de mal à se projeter dans le futur par rapport aux inconvénients, qui sont les inconvénients à long terme. Alors sur les motivations d'arrêt sont la plupart du temps pour ces fumeurs précaires des motivations externes. Il va éventuellement avoir envie d'arrêter de fumer pour ses enfants, pour l'argent du ménage, etc. Beaucoup plus rarement, c'est une motivation personnelle, interne, qui évidemment est plus consistante, mais qui malheureusement est plus rare. Les objectifs, comme je vous l'ai dit, sont des mini-défis. L'idée, c'est par exemple de réduire pendant une journée, d'utiliser un substitut nicotinique et de voir que ça permet de fumer moins. Et puis le lendemain, on reprend en augmentant éventuellement les substituts. Et la semaine suivante, on continue le processus. Réaliser des mini-défis, ça peut donc être un élément déclencheur. En tabacologie, on utilise, nous, le CO-testeur, qui permet de montrer aux gens que leur taux de CO diminue, qu'ils ne compensent pas le manque de cigarettes, parce qu'on leur a donné des substituts nicotiniques en même temps qu'ils continuent de fumer, en diminuant petit à petit les cigarettes et en augmentant petit à petit les substituts. On sait que les patchs, les pastilles sont efficaces, on les associe et malheureusement c'est souvent sous-dosé et proposé pendant des durées insuffisantes. On sait aussi que les TCC, je pense qu'on vous en a parlé, sont efficaces, mais d'un abord plus difficile. 2 mots sur la vapoteuse. Je pense que Valentine va vous en reparler aussi. On sait qu'elle est moins nocive que le tabac. Les Anglais disent 95% moins nocive. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'oxyde de carbone, pas de CO, très peu de goudron, très peu de carcinogènes. Pour l'aide au tabac, ça n'est pas un moyen validé. Néanmoins, il y a des études qui montrent que c'est efficace. Et si la personne souhaite l'utiliser, en deuxième ligne, après échec des aides classiques, moi je recommande un certain nombre d'éléments. Premièrement, d'acheter la vapoteuse en boutique, pas sur Internet. D'acheter une vapoteuse qui a des normes AFNOR, normes CE. D'avoir un arôme simple et d'éviter absolument tous les mélanges. Le but, c'est pas de se bricoler un truc où on rajoute des tas de produits là-dedans. Troisième élément fondamental quand on veut arrêter de fumer avec une vapoteuse, c'est d'avoir une nicotine bien dosée. Donc quand j'ai un fumeur de 20 cigarettes par jour, je lui donne, quand il a échoué ou qu'il veut absolument utiliser la vapoteuse, un e-liquide à 16 mg et je l'adapte. Au début, il faut que la personne ressente un hit dans la gorge, c'est une sensation d'irritation. Il faut absolument utiliser exclusivement la vapoteuse, c'est-à-dire sans garder quelques cigarettes. Il ne faut pas rester vapofumeur. Sinon, les risques pour la santé
sont pas diminuées. Et puis rapidement, il faut basculer vers ce qu'on connaît, les aides validées. C'est-à-dire que la personne peut commencer avec la vapoteuse, mais très vite, j'essaye d'introduire des pastilles, des patchs, etc. Et puis, il ne faut pas garder ce produit trop longtemps parce qu'à très long terme, personne n'est sûr de son innocuité. Sur une période de très courte durée, vu que ça ne contient que des solvants, des arômes et de la nicotine, a priori, on est assez rassuré. Et puis, chez les patients précaires, j'insiste sur l'utilité des réseaux. Il y a un groupe Facebook national et dans le Grand Est qui est extrêmement actif et qui travaille en particulier à la période actuelle du mois sans tabac. Et moi, je conseille aux gens qui sont adeptes des réseaux d'aller se brancher là-dessus. On peut se poser des questions, avoir des réponses du groupe. Ils organisent aussi des webinaires avec des patients entre guillemets experts qui font en quelque sorte l'éducation thérapeutique des fumeurs qui essayent de s'arrêter. Je rappelle aussi le 3989, on en a déjà parlé. Je rappelle aussi pour la VAP, l'association La VAP du cœur, qui chez les patients démunis récupère des cigarettes électroniques, des liquides et les redistribue aux patients qui sont particulièrement démunis. Il y a également les lignes et applications téléphoniques, les apps comme on dit. Donc il faut bien vérifier que ça soit gratuit parce que si c'est payant, ces patients précaires ne peuvent pas trop les utiliser. La littérature montre que c'est souvent un peu moins efficace que chez les non précaires, mais globalement, ça semble quand même améliorer les prises en charge. Les gens reçoivent régulièrement des messages, des SMS, peuvent poser des questions, c'est coût efficace. Les gens trouvent que c'est utile, mais petit à petit, évidemment, l'utilisation quotidienne diminue avec le temps. D'autres pistes, ce sont les aides financières. Alors, ça veut dire on paye les gens pour arrêter de fumer. Alors, ça a été beaucoup testé chez les femmes enceintes, dans des protocoles. Ça marche. Après, il faut trouver des financements, on est bien d'accord. Néanmoins, toutes les études qui montrent qu'on associe des aides financières et des soins classiques, eh bien, augmentent les taux de succès. Par exemple, quand les gens ont arrêté une semaine, ils reçoivent, dans les études qui sont surtout anglo-saxonnes, soit des bons pour des repas, soit des bons pour des achats dans un magasin, alimentation, etc. Et plus ils augmentent leur temps d'arrêt, plus les sommes augmentent. Donc ça, c'est des programmes qui doivent être mis en place dans des centres locaux ou régionaux et avec des financements qui doivent être recherchés. Donc tous les programmes locaux, régionaux ou nationaux sont utiles. Dans les quartiers, Pôle emploi, les CCAS, les missions locales, intervenir au niveau d'une mission locale, c'est très utile. Dans la CPAM, au niveau des centres de santé, travailler avec de petites associations où les gens se regroupent et discutent et mettent en commun leurs problèmes. Et souvent, c'est un autre membre de la communauté qui va donner la solution. Et sa crédibilité est très importante, presque plus que celle d'un professionnel de santé. Au niveau national, évidemment, c'est des campagnes de prévention et on a vu que Santé publique France avait fait une campagne en 2023 chez les patients précaires. Et puis, bien sûr, on voit que quand on améliore l'habitat, entre ceux qui sont les plus favorisés, qui sont ici à droite sur la diapo en bas, où on a un arrêt à 1, on voit que chez les moins favorisés financièrement, on a un arrêt seulement à 0,22. Donc 80% d'arrêt en moins. Et il faut donc travailler également au niveau des quartiers à améliorer l'habitat et la qualité des quartiers. Donc vous voyez que ça sort complètement de la simple action en santé. C'est de la santé publique au niveau national. Et puis je vous ai mis cette diapo que je ne vais pas détailler, qui est tirée de ce rapport que je vous invite à lire, dont vous avez les références en bas,
c'est sorti la semaine dernière. Comment atténuer les fractures numériques en santé? C'est sûr qu'il faut qu'il y ait des Wi-Fi gratuits dans les centres où les gens vont. Il faut des ateliers numériques. Il faut des ressources numériques disponibles partout. Il faut des espaces de téléconsultation, etc. Et il faut aussi que les professionnels de santé se forment à ce type d'action. Et il y a des programmes, comme ce programme Tapreosi. Je vous invite à lire et à récupérer le fichier qui est excellent, spécifiquement destiné aux patients précaires. Ils ont fait, ils ont fait 5 parties. Premièrement, réfléchir sur le tabagisme au sein d'un établissement, par exemple. Comment travailler avec les professionnels de santé. Comment engager un dialogue et co-construire un accompagnement. Comment apporter des réponses et utiliser des outils. Valentine va vous en montrer quelques-uns tout à l'heure. Et comment accompagner le changement avec l'organisation d'ateliers thématiques, de groupes en particulier, qui sont particulièrement utiles. Alors, dans les 2-3 diapos suivantes, je vous ai remis quelques facteurs qui déterminent l'efficacité. D'abord, l'alliance thérapeutique, c'est fondamental, donc la nécessité du soignant d'être empathique. J'ai vu dans le diaporama que Valentine m'a envoyé qu'elle avait mis exactement la même phrase, parce qu'on ne s'est pas concerté. Travailler avec et non pas pour. Adapter le langage, bien sûr. Simplifier les outils. Avoir un suivi rapproché. Travailler au rythme des personnes. Il faut avoir des mini-objectifs et aller progressivement. La diapo suivante vous montre que l'expérience et la formation des personnels est indispensable. C'est une prise en charge encore plus que chez le fumeur standard, pluridisciplinaire, global, médico, psycho-social. On est bien d'accord, avec tous les réseaux qui doivent y travailler. Donc, je vous ai mis quelques éléments en dessous, avec des objectifs pragmatiques et des objectifs avec gratuité des prises en charge. C'est fondamental dans ces groupes. Et puis, il faut penser aux autres addictions, à l'anxio-dépression. Il faut toujours repérer. Donc, il y a un test qui est le test HAD que vous connaissez sûrement pour rechercher le terrain anxio-dépressif. La gestion du stress. Valentine va vous montrer des outils. Affirmation de soi. Comment apprendre à refuser une cigarette. Donc, c'est toutes les techniques de thérapie comportementale. Comment réguler ses émotions. Et j'ai mis respect des valeurs du patient et de sa hiérarchie des valeurs. Pour terminer mon topo, j'ai mis une phrase de l'ancien président de la Société de Tabaco, Robert Molimar, qui disait « Le tabac fait partie de la panoplie de l'exclu. Il faut absolument, on l'a vu, c'est un des 5 facteurs importants, identifier une précarité sociale, mais quand même oser poser la question du tabac. Et nous, professionnels de santé, on est parfois bloqués. On a ce filtre que les sociologues appellent la socioparésie, qui fait qu'on n'ose pas parler de ça parce qu'on se dit on va encore gêner cette personne. Et puis ensuite, avoir une approche spécifique, souvent en groupe, avec un soutien social psychologique, des approches globales, holistiques et une collaboration, on l'a vu, pluriprofessionnelle. C'est fondamental dans votre quartier, dans votre ville, de travailler avec les assistantes sociales, avec les psychologues, avec les diététiciennes si nécessaire. L'essentiel, et j'ai mis cette phrase d'un philosophe en fin de topo, est d'aider les gens à basculer d'un état d'incapacité reconnue à un état d'égalité. Voilà, je crois que c'était ma dernière diapo. Pour aller plus loin, je vous ai mis la référence d'un article qui faisait une vingtaine de pages quand même, qu'on avait fait il y a quelques années sur les sevrages tabagiques des fumeurs en situation de précarité sociale. Si vous le souhaitez, vous avez le mail en haut à droite, je peux vous le faire parvenir. Vous m'envoyez juste un petit mail.
Donc avant que Valentine complète, diversifie toute cette offre, je veux bien répondre à quelques questions, ou alors on passe directement à Valentine et on fait les réponses globales à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez, Valentine? N'importe, mais je vois qu'il y a visiblement déjà une question, donc on va peut-être faire un petit temps d'échange. D'accord. Oui, Madame Gâteau, du coup, allez-y. Alors, j'avais une question par rapport à la vape du cœur. Vous avez dit que c'était des vapes récupérées. C'est des vapes neuves ou des vapes récupérées? D'après ce que je sais, c'est des vapes neuves qui sont cédées par des C'est ça. fabricants, hein. Ce n'est pas D'accord, des vapes usagées, hein. d'accord. C'était le mot récupéré qui m'avait fait tiquer. Oui, Et, c'est pardon. peut-être mal expliqué. Valentine, vous avez peut-être plus d'infos là-dessus? Non? Non, mais je pense D'accord. que c'est des fins de stock ou des invendus. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. C'est tout à fait Et ça. ma deuxième question, est-ce que vous avez des applications qui fonctionnent mieux que d'autres, qui ont fait leurs preuves dans l'aide au sevrage tabagique? Alors, ce que j'ai vu sur le site de l'OMS, allez voir le site de l'OMS, il y avait 3 applications qui étaient recommandées et une en France était Kwit, Kwit, que vous avez sûrement déjà évoqué dans les webinaires, qui est une application qui a été, je crois, développée par des gens de l'Est de la France au départ, des gens de Strasbourg. Kwit, Kwit. Mais vous en connaissez peut-être d'autres, Oui, Valentine? merci. Je sais que celle de Tabac Infoservice marche bien. Oui, bien sûr. Alors, celle-là, je n'en ai pas reparlé parce que je l'ai citée 2 fois dans le topo. Voilà. TIS, Tabac Infoservice, est utile à la fois parce que vous pouvez, en appelant ce numéro, prendre un rendez-vous, demander à être rappelé, donc le téléphone ne vous coûte rien, et être suivi par un tabacologue à distance. Et vous avez également la possibilité d'utiliser l'application avec laquelle vous avez des retours réguliers. Merci. Alors, je crois qu'il y a Monsieur L'Huillier qui levait la main du coup aussi. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis référent santé en mission locale et je me demandais Oui. s'il y avait des études sur l'impact que pouvait avoir le fait d'aborder les questions liées à l'industrie du tabac. Oui, c'est une très bonne réflexion. Le fait de montrer que on est dépendant d'un produit que l'industrie a mis à commercialiser, c'est tout à fait un bon outil, enfin, dans mon expérience, en particulier chez les jeunes, de montrer qu'ils ont été en quelque sorte manipulés par l'industrie du tabac. C'est tout à fait positif. C'est un très très bon outil pour rentrer en discussion avec des groupes de fumeurs. Beaucoup meilleur, beaucoup que de parler des méfaits, hein. Et est-ce qu'il y a je sais pas, un appui documentaire sur ce sujet-là particulièrement? Parce que... Alors, vous pourriez peut-être aller sur le site Génération sans tabac, où vous avez tout un tas d'éléments sur comment l'industrie du tabac nous a manipulés. Hein, Génération sans tabac, c'est un des sites possibles. Il me semble de tête que Ivan Berlin avait fait une intervention l'année dernière à la 13e conférence Tabactu sur Nancy. Après, je pense qu'il y a sûrement une base documentaire qui a été mise en ligne suite à son intervention. Effectivement, il avait fait toute une partie sur cet aspect-là. Vous avez un site qui peut être également utile, c'est le site de la Société francophone de Tabaco. Donc, si vous tapez Société francophone de tabacologie, vous arrivez sur un site où vous avez pas mal d'infos et vous avez les congrès. Et dans les congrès, vous avez 2022, 2021, 2020 et vous avez toutes les sessions qui ont été proposées. Et il y a eu au moins il y a 2 ou 3 ans toute une série de conférences, en particulier réalisées par les équipes suisses de Lausanne, sur comment l'industrie du tabac nous a manipulés. Vous avez également toutes les vidéos
d'un professeur de santé publique de Rennes. Je cherche son nom. Madame Galopel-Morvan. Galopel, Galopel, Morvan, comme le Morvan, Morvan. Ça, vous trouvez, je pense, sur YouTube. Si vous tapez manipulation de l'industrie du tabac, Galopel-Morvan, je pense que vous allez trouver des choses. Merci. Je vous en prie. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être, Valentine, vous pouvez continuer, je ne sais pas. Si vous arrivez à partager vos diapos. Je vais essayer, sinon Mme Bellars, je vous solliciterai. On essaye ça tout de suite. Ah, voilà votre ordinateur. Magnifique. Et là, ça marche. Comment se fait-il que ça n'ait pas marché chez moi? Alors, donc ça marche. Mais attendez, j'essaye juste. Je vous vois plus, donc du coup, n'hésitez pas à intervenir ou à me couper s'il y a besoin, parce que je ne vous vois plus. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parfait. Ok. Du coup, tout d'abord, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Merci à Dr Peffer pour cette première partie qui a déjà très bien illustré le propos. Du coup, moi, je vais plus cibler l'intervention sur effectivement le tabac et la précarité, mais en milieu carcéral. Oui, je ne me suis pas présentée. Donc, je suis infirmière en addictologie et actuellement, je travaille au XAPA du coup de Nancy et j'interviens donc au XAPA sur l'antenne de Toul en consulte externe à l'hôpital et en milieu carcéral, donc au CD des groupes. Donc pour commencer, il me semblait important de vous faire un rappel sur l'importance du tabagisme en détention. Donc, il y a 80% des personnes détenues qui consomment du tabac, contre 30,4% de la population, dans la population générale. Donc ça, c'est des données issues d'une revue Tendance de l'OFDT qui a été publiée en novembre 2020. Donc, c'est des chiffres datant de 2019 qui sont quand même assez récents. Donc, ça vous donne déjà une idée générale sur l'importance du tabagisme en détention. C'est aussi la principale cause de pathologie et de mortalité en détention. Les produits du tabac sont en effet encore malheureusement un support de négociation entre les détenus, mais aussi entre surveillants et détenus. Donc ça, c'est difficile de lutter contre ça. Le milieu carcéral, il met en exergue des inégalités sociales de façon plus prononcée que extramuros, je dirais, dans la population générale. Il y a des restrictions d'accès, il y a des restrictions financières, le cantinage, je reviendrai un petit peu sur ce terme-là, est parfois compliqué. Il n'y a pas toujours de lien avec l'extérieur, donc au niveau des proches, que ce soit amis, famille. Donc c'est compliqué à ce niveau-là. Le tabagisme, il impacte en effet directement la santé psychologique et physique. Je pense qu'on est tous assez d'accord là-dessus. À la différence, c'est qu'en détention, l'accès aux soins est quand même un petit peu plus compliqué. Les demandes de rendez-vous se font sur papier, donc encore faut-il savoir écrire, lire et avoir de quoi écrire et faire parvenir ce courrier.
voilà, c'est assez précaire, même au niveau de la demande de soins. Après, bien sûr, il y a multiples professionnels qui interviennent dans les différents centres de détention, maisons d'arrêt, etc. Mais on est sur un accès bien plus limité avec des permanences un peu plus sporadiques. Donc, sans faire de redondance, mais pour poursuivre le propos de M. Peffer, effectivement, hein, il y a forcément des liens avec des pathologies très directes au niveau des cancers, donc poumons, voies aérodigestives supérieures, œsophage, pancréas, vessie, utérus, etc. Je pense qu'il y a peu d'organes épargnés, effectivement, par les méfaits et les conséquences du tabagisme. Un grand nombre de pathologies cardiovasculaires, infarctus, AVC, artérite des membranes, anévrisme, l'hypertension artérielle, cholestérol et autres. Des pathologies respiratoires sans surprise, hein, BPCO, des bronchites, asthme, insuffisance respiratoire. Ça favorise aussi les allergies, du moins ça peut les majorer. Et bien d'autres troubles, parfois ignorés et il y a une importance quand même, je trouve, on a un rôle important en tant que soignant, non soignant, acteur du milieu social ou médical d'information à ce sujet-là. Parfois, des patients se plaignent de problèmes d'ulcères et autres sans forcément faire le lien avec leur tabagisme, des problèmes endocrinologiques au niveau du diabète, donc le cholestérol de manière générale, des problèmes cutanés également. Des infections ORL à répétition, dentaires, un vieillissement oculaire précoce. On a souvent des patients en détention qui ont des gros soucis dentaires. La présence du dentiste étant assez ponctuelle et assez compliquée d'accès, c'est aussi important de faire de la prévention à ce niveau-là et d'agir au-delà de faire de la prévention parce que les soucis dentaires sont assez majeurs en prison. Donc, on a un gros rôle d'information à ce sujet-là. Un second rôle d'info, mais plutôt sur les interactions médicamenteuses. Effectivement, ça me semble important de rappeler que le tabac, il modifie l'absorption, mais aussi l'élimination des médicaments, notamment pour les neuroleptiques. C'est une réalité. Un grand nombre de patients détenus ont également des troubles psychologiques, psychiatriques associés. Donc sont sous traitement potentiellement psy, tout simplement, donc des neuroleptiques, psychotropes et autres. La fumée va accélérer, par exemple pour les neuroleptiques, va accélérer le métabolisme et réduire la concentration du traitement dans l'organisme, et donc les posologies vont être souvent augmentées. Du moins, on va retrouver une certaine résistance au traitement chez certains patients fumeurs et sous neuroleptiques. Donc ça peut aussi rentrer dans les leviers dont M. Peffer a parlé précédemment. Les leviers, effectivement, santé ne sont pas les meilleurs, mais ça peut être des leviers pour certains patients de leur faire savoir qu'effectivement leurs pathologies sont potentiellement augmentées du fait de leur tabagisme. Ça peut aussi engendrer une augmentation des effets indésirables. L'effet excitant de la caféine, par exemple, présent dans certains médicaments antimigraineux. Ça peut également être facteur de tachycardie, de nausée, d'insomnie et autres. Donc voilà, on a un rôle d'info à ce sujet-là, du moins de sensibilisation à ce sujet. Donc, il y a différents types de dépendance, une dépendance comportementale, environnementale, une dépendance psychologique et une dépendance physique. C'est assez important de rappeler la différence entre ces différentes dépendances de façon à ce que les sujets fumeurs se connaissent aussi au niveau du type de dépendance qu'ils ont, même si souvent il y a plusieurs types de dépendances associées pour une seule personne. De façon à savoir aussi comment adapter derrière et comment agir, et sur quoi agir surtout.
Donc, on a différents tests et techniques qui sont disponibles pour évaluer ces dépendances-là. Donc, le test de dépendance à la nicotine, donc, qui va être plus vraiment pour la dépendance physique, donc le Fagerström que Dr Peffer vous a présenté précédemment. Le test de Horn, donc ça, c'est un test, je vous laisserai regarder si vous voulez sur le site Tabac Info Service, qui va être plus pour évaluer la dépendance psychologique. On a donc le RPIB, hein, le repérage précoce et intervention brève. Et au niveau très pratico-pratique, le CO-testeur qui permet de mesurer donc, le taux de monoxyde de carbone des patients fumeurs. Il y a souvent des amalgames sur les différentes dépendances ou au contraire des ignorances tout simplement sur ce qu'est la dépendance et ce que ça implique. Donc, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet au niveau de la précarité, donc je vous ai fait un rappel au niveau d'une définition de l'OMS. Donc, c'est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales, sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. On est bien d'accord que dans le contexte de la détention, les droits et devoirs sont perturbés, les liens avec l'extérieur sont rares, voire inexistants. Selon l'accès téléphonique et autres, selon les parloirs, selon les liens, tout simplement, parce que c'est aussi source de disputes et de coupures de liens sociaux. L'incarcération. Au niveau finance, l'accès à l'argent est parfois très compliqué. Les détenus doivent ouvrir un compte, ça passe par leur SPIP, donc mandataire de justice. C'est parfois très compliqué et ils mettent du temps arrivant en incarcération ou même en changement de centre de détention d'avoir accès, on va dire, à leurs sous. L'accès aux soins est évidemment sous condition. Donc, il y a des impératifs au niveau horaire, au niveau logistique. Comme je vous disais précédemment, il faut écrire effectivement pour formuler une demande de soins. Il faut que la personne concernée soit là pour réceptionner ce courrier, l'inscrire sur liste d'attente, ensuite convoquer la personne. Le jour où la personne est convoquée, il faut qu'il y ait tous les effectifs, entre guillemets, au niveau surveillant pénitentiaire, parce que sinon, ça complique aussi les ouvertures de portes, les allées et venues dans la détention. Ça dépend aussi parfois on va dire, du contexte et de l'attitude du détenu et des liens qu'il a avec les surveillants. Donc voilà, il y a quand même une précarité, je dirais, forcée intramuros dans la détention. Donc on est vraiment sur une précarité, qu'elle soit sociale, financière, intellectuelle, soignante, énergétique, alimentaire, intellectuelle, parce qu'on a très souvent des patients détenus qui ont arrêté l'école très tôt, voire n'ont pas fait d'études, du moins ont eu un accès à l'éducation assez limité, assez écourté, avec un besoin de travailler tôt, légalement ou pas d'ailleurs. Et donc effectivement, ça nécessite aussi d'adapter son discours, d'adapter l'apport théorique, pratico-pratique qu'on peut leur faire. Précarité énergétique tout simplement, hein. Voilà, les cellules ne sont pas 4 étoiles, on est bien d'accord là-dessus. Voilà, donc il y a vraiment une précarité générale. Je vais poursuivre par vous faire un petit point sur une étude donc, sociologique qui a été faite en 2018, qui s'inscrit dans un programme national de lutte contre le tabac qui était celui de 2018-2022. Cette étude, elle s'intitule Tabac pris, donc tabac en prison. Elle avait pour but de mettre en évidence donc, des leviers spécifiques du tabagisme en prison. Est ressorti de cette étude 2 thématiques centrales. Donc, dans un premier temps, les ressorts de l'entrée dans la consommation et dans un second temps, les fonctions spécifiques de l'usage durant l'incarcération uniquement. Il y a eu 2 phases dans cette étude, donc une construction dans un premier temps et l'évaluation de l'intervention. L'objectif final est évidemment de réduire le tabagisme en prison. Et les personnes concernées sont vraiment toutes les personnes
gravitant autour de la prison. Donc la population globale d'un établissement pénitentiaire, c'est-à-dire donc les détenus, le personnel pénitentiaire, le personnel sanitaire, les intervenants extérieurs, vraiment tout le monde. Pour aborder le premier point, qui était cette thématique, l'entrée dans la consommation. Ce qui est ressorti de cette étude, c'est que l'entrée dans la conso chez les détenus est similaire à la population générale. C'est-à-dire qu'avant 18 ans, comme beaucoup les détenus ou dans la population générale, la personne est dans une phase de test, mais rapidement dans une régularité des consommations, et donc le tabagisme actif s'installe très rapidement. Comme l'a dit M. Peffer, l'initiation, elle se fait très souvent, la primo-initiation, du moins dans un contexte familial, puis amical. L'environnement familial est un facteur important d'incitation. Il y a le rôle de père, voilà, le sentiment d'appartenance à un groupe, la sensation de fierté, de rentrer aussi dans l'âge adulte. Chez la gente masculine, il y a ce côté rite de passage, souvent du passage de l'enfance à la vie d'homme, la vie d'adulte. C'est assez marqueur, du moins pour les hommes. Les soirées entre amis, la scolarité, on va dire que ça peut commencer dès la fin du primaire, le collège. L'initiation au tabac, on va dire que dans un premier temps, ça va être vraiment l'accès au tabac dans la sphère familiale, et dans un second temps, en grandissant, dans la préadolescence, l'adolescence, ça va être plutôt au niveau de la scolarité, des soirées entre amis. Il y a une dimension intégrative qui intervient à ce moment-là, le principe de faire comme les autres, de montrer qu'on adhère à des valeurs, à un groupe de référence, c'est un côté sécuritaire. Et c'est aussi à cette période d'adolescence qu'il y a plus ou moins des tests avec d'autres substances psychoactives qui sont faites, comme l'association tabac-cannabis, tabac-alcool, cannabis-alcool et autres. Concernant le deuxième point de cette étude tabac-prix, par rapport aux effets de la détention sur les trajectoires d'usage, ils ont recensé donc 3 fonctions sur les détenus qu'a le tabagisme. Donc il y a une fonction apaisante, une fonction rituelle et une fonction socialisante. Effectivement, l'incarcération est synonyme de beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes. Les détenus sont très souvent dans l'attente soit d'un jugement, soit de passer en commission, soit d'une réponse pour un parloir, ou d'une réponse pour attendre un versement d'argent, d'une visite d'un avocat ou d'un coup de fil. Enfin, ils sont beaucoup rythmés dans un schéma d'inquiétude, d'incertitude, et c'est assez quotidien. Parfois, le co-détenu aussi peut être source de stress, d'inquiétude, d'incertitude. Voilà, il y a des contraintes donc financières, logistiques, sociales, à tout niveau. Intramuros, donc vraiment dans la détention, dans la prison, le tabac, il est support donc de liens d'affinité, mais aussi de conflits et de violence. Si un détenu n'a pas eu ses sous à temps, le craving va être assez important, d'autant plus qu'il aura moins d'alternatives pour gérer ce craving-là intramuros que s'il était chez lui, évidemment. Donc ça peut aussi être source de conflits, de violences, d'altercations, donc soit avec les surveillants, soit avec d'autres détenus, parce que voilà, le troc ne se fait pas comme il devrait se faire, ou voilà, la réception du paquet de tabac n'est pas arrivée le bon jour, ce genre de choses. Donc certains vont faire le choix, par exemple, de freiner leur consommation pour éviter justement les problèmes. Là où d'autres vont la majorer parce que il y aura besoin d'extérioriser le stress, et voilà, ça pour eux, ça sera l'échappatoire, quoi. On a aussi affaire au choc carcéral, plus présent, je dirais, dans les maisons d'arrêt, avec des primo-détenus. Je reviendrai après là-dessus. Mais globalement, l'incarcération, c'est une
c'est une rupture des repères spatio-temporels pour la personne, une perte de rythme et des rituels. Donc, on va dire que les rituels cigarettes permettent aussi une fixation de repères, c'est une source de réconfort. Ça permet de rythmer la journée, de rythmer le détenu dans son quotidien. Et il a aussi la sensation de maîtriser quelque chose dans un environnement où il ne maîtrise plus grand-chose finalement. Donc il y a aussi beaucoup d'associations tabac-café. Il y a une grosse consommation de caféine en détention. Les effets psychoactifs ne sont pas anodins, donc voilà, c'est un fait. Le tabagisme est donc utilisé pour rompre l'ennui, atténuer les angoisses et calmer l'énervement. Pour revenir sur le choc carcéral, c'est un terme qui a été défini et repris à plusieurs reprises. Globalement, c'est le choc de l'enfermement. C'est plus souvent pour des détenus qui sont primaires dans l'incarcération. C'est les conséquences individuelles pour la personne suite à sa première incarcération. Je vous ai cité donc une citation du site internet Carcéropolis, qui est basé sur de l'info et le mieux vivre en détention, grosso modo. Donc le choc carcéral, c'est ressenti d'emblée comme une altération du rapport à soi-même et au monde. Ça se caractérise par une intensité qui va déborder l'individu. Donc vraiment une anxiété majeure. Donc comme cité sur cette diapo, j'ai repris donc la pyramide de Maslow de l'intervention de M. Peffer que vous avez eue précédemment, qui illustre très bien finalement ce qu'on a dans la population fumeuse précaire, mais encore mieux chez les détenus. On va dire, chez le fumeur précaire, dans la population générale, les besoins physiologiques de sécurité et sociaux sont déjà difficilement satisfaits, pour plusieurs raisons qui ont été citées précédemment. Mais en milieu carcéral, les contraintes, elles vont être supérieures. Elles vont limiter davantage les libertés, les droits, les devoirs des détenus. Donc, les besoins fondamentaux qui vont former la base de cette pyramide, donc les besoins physiologiques, donc comme manger, dormir, boire, procréer, rêver, éliminer, donc déjà tout s'est perturbé de fait. Effectivement, vous pouvez atteindre les besoins supérieurs seulement si la base est déjà satisfaite. Or, chez le détenu, globalement, dans 3/4 des cas, les besoins physiologiques sont déjà difficilement satisfaits, donc il est encore plus difficile de remplir les besoins de sécurité, les besoins sociaux et donc les besoins de reconnaissance et de créer, limite on oublie. Donc c'est très compliqué on va dire de remplir ces besoins-là. Donc des plus primaires aux plus accessoires, je dirais, mais qui ont bien sûr leur importance pour que la personne soit en homéostasie, mais bon voilà, c'est très compliqué. Donc en détention, on utilise pour ma part quelques outils. Donc comme cité précédemment, le RPIB, donc le repérage précoce et l'intervention brève. Donc des analyses suggèrent aujourd'hui que le RPIB constitue une approche efficace pour permettre d'évoquer un déterminant de santé avec un patient et du moins d'encourager un changement de comportement favorable à sa santé, avec souvent des leviers axés sur la santé, je dirais. Ça a été développé donc en particulier pour des interventions tendant à favoriser l'arrêt du tabac ou à réduire la consommation d'alcool. Le RESPAD, qui est le réseau de soins de prévention des addictions, soutient et développe cette approche. Repérer précocement, c'est aussi la condition pour intervenir à l'apparition de dommages. Même si, comme cité par M. Peffer, et je ne peux que encourager approuver ce propos, la réduction des risques et des dommages dans le tabagisme, c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, on peut dire que la réduction des risques et des dommages, c'est une entrée dans
dans le processus de changement et dans le sevrage tabagique à terme. Mais voilà, il ne faut pas voir ça comme une solution définitive, c'est plutôt un palier pour accéder au sevrage, quoi, hein. Mais autant la tempérance à l'alcool fonctionne très très bien, autant la tempérance au tabac n'a pas montré de bénéfices. Et de toute façon, voilà, au niveau des dommages santé, ça n'a pas d'impact, quoi. Donc on essaye d'intégrer le conseil minimal. Ce procédé-là, c'est très minimal. Voilà. Donc ça peut s'intégrer à n'importe quel entretien, n'importe quel rendez-vous. C'est accessible à tout professionnel. Ça se résume tout simplement à poser 2 questions. Est-ce que vous fumez et voulez-vous arrêter ? Si la réponse est oui, bon, voilà, vous avez la possibilité de donner une brochure d'information sur l'aide au sevrage tabagique ou quelques petites infos généralistes. Ça peut permettre aussi à ce que le patient il prenne le temps de lire et d'y réfléchir seul, de toute façon, ce que ça cogite. Ce conseil minimal, il a une importance en détention, parce qu'on rencontre souvent des patients détenus qui viennent au rendez-vous sur motivation juridique, je dirais. Donc avec une obligation de soins qui les oblige à avoir des soins en addictologie, récupérer une attestation de présence afin de bénéficier ou pas de remise de peine. Donc la dynamique, elle est forcément différente de quelqu'un qui va venir de sa propre initiative avec une vraie volonté, du moins une démarche et une envie au changement un petit peu plus réfléchi, un petit peu plus acté qu'un patient qui vient juste dans un but juridique. Mais ça n'empêche que ce conseil minimal, il a quand même le mérite de pouvoir faire émerger un questionnement et tout simplement d'aborder le sujet du tabac avec quelqu'un qui ne se sentait pas concerné par des problématiques liées au tabagisme. Je travaille pas mal avec les agendas de consommation, donc grosso modo, hein, c'est un tableau qui comprend date, heure, avec des colonnes, nombre de cigarettes fumées et une dernière colonne sur le contexte, donc l'émotion, le sentiment du moment où la cigarette a été fumée. Ça permet plusieurs choses, de quantifier la consommation, ça permet aussi de rendre le patient acteur de sa démarche, de son sevrage. Voilà, il va s'astreindre à remplir quand même une feuille de façon journalière. Il y a une prise de conscience aussi des quantités, parce que voilà, il va poser noir sur blanc ses consommations. Ça permet de visualiser si ce qu'il pensait être des besoins ou des moments de craving étaient peut-être pas en adéquation avec le nombre de cigarettes fumées. Donc ça va aussi permettre de cibler les cigarettes qui étaient évitables ou celles jugées plutôt importantes, rituelles, les cigarettes sacrées, comme je les appelle. Et ça va aussi permettre donc de repérer les moments qui sont plus difficiles à gérer dans la journée et ceux au contraire qui sont plus faciles et sur lesquels il peut y avoir du coup une absence de consommation. Et c'est un reflet qui permet de poser des objectifs de décroissance pour les rendez-vous suivants, selon les motivations du patient et selon ce qu'il souhaite, mais voilà, ça permet d'avoir une base un petit peu scolaire de travail. Donc le travail motivationnel, je dirais qu'il s'intègre tout au long de la démarche, de la prise de contact à la fin de prise en charge. Donc, effectivement, on ne s'est pas concerté sur cette phrase-là avec M. Peffer, mais on est tous les deux d'accord pour dire qu'il y a une importance de faire avec et non pour le patient ni à sa place. Le patient doit vraiment rester acteur de sa démarche, l'écoute active, donc pas simplement entendre, mais vraiment voilà, être dans une écoute très globale et impliquée pour cibler les besoins, les souhaits vraiment du patient et non pas ce que le thérapeute, le professionnel souhaite. C'est important de suivre son rythme, d'avoir une symétrie dans la relation. Ça permet d'avoir une alliance thérapeutique qui fonctionne. Chercher des leviers pour accéder au changement, c'est la base quand même. Donc soit des leviers au niveau santé, des leviers financiers, comme
vous expliquait M. Peffer précédemment. On peut aussi poser des objectifs selon la méthode SMART. Hein, donc c'est un concept créé par Georges Doran. Donc la méthode SMART, ça va être des objectifs donc, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, qui permettent vraiment, pareil, une fois de plus, d'être assez scolaires et rendre le travail accessible pour le patient et qui ne se sente pas noyé avec des objectifs qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce qu'il se sent de faire et ce qu'il souhaite lui. Et donc, évidemment, une régularité du suivi autant que possible. On reviendra là-dessus quelques diapos plus tard, parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours évident d'avoir une régularité du suivi. Concernant l'entretien motivationnel proprement parlé, donc il y a différents processus. Donc il va y avoir dans un premier temps l'engagement dans la relation, dans un second temps la focalisation, dans un troisième temps l'évocation et dans un quatrième temps la planification. Vous avez l'ouvrage donc Entretien motivationnel en soins infirmiers de Jacques Dumont et Mohamed Stitou, publié en 2019, qui est très complet, qui est d'ailleurs dans la suite de ce qui figurait comme ouvrage dans votre intervention, Monsieur Peffer. Ça vient compléter cette collection-là. C'est très très complet, c'est accessible à tous les acteurs du médico-social. Et donc ils ont relevé plusieurs outils qui ont été aussi abordés précédemment, donc les questions ouvertes, les reflets, les résumés, le partage de l'information et la valorisation. Donc tout ça, c'est des outils que vous pouvez mettre facilement en pratique. Selon Milner et Rolnick, ça date de 2009, mais l'entretien motivationnel est un style d'intervention centré sur la personne pour répondre aux problèmes communs de l'ambivalence à propos du changement. L'ambivalence, c'est vraiment c'est le nerf de la guerre en addictologie et d'autant plus dans le tabac et encore plus dans le domaine, chez les populations précaires. Donc, on a aussi la cohérence cardiaque comme outil. Alors, ce qui est pratique, et c'était voulu de ma part de vous présenter des outils qui sont réalisables en détention. Donc, ça ne nécessite pas de support physique matériel. C'est utilisable à volonté dans toutes circonstances. Donc, pour rappel, la cohérence cardiaque, c'est une méthode grâce à laquelle l'individu apprend à reprendre le contrôle de son système nerveux parasympathique afin de le réguler essentiellement par la respiration. Ça, c'est une définition de Dr Jean-Pierre Houp, qui est cardiologue conférencier et formateur. Vous avez un site internet qui est très très complet là-dessus, Santé Respiratoire France, et il y a plusieurs méthodes de cohérence cardiaque qui sont répertoriées avec plusieurs explications. C'est très accessible et du coup, c'est assez clair, ça permet une utilisation assez facile. Il faut rappeler à la personne que c'est un temps pour soi, qu'agir sur sa respiration, c'est quand même assez élémentaire, assez primaire, que ça permet d'avoir des bénéfices sur sa santé psychique, qui est parfois perturbée donc, par le stress, l'anxiété et la dépression. Donc, Dr Jean-Pierre Houp reprend la méthode des 3-6-5, c'est-à-dire que 3 fois par jour, vous faites 6 cycles d'inspiration, expiration, pendant 5 minutes, et si possible en respiration abdominale. Donc bon, c'est des techniques qui sont aussi reprises en yoga, en méditation, pleine conscience et autres. Voilà, c'est très basique, mais c'est important de rappeler aux patients dans la globalité, pas seulement aux patients détenus, que la respiration, c'est la base déjà, c'est la base de notre fonctionnement et qu'elle est primordiale pour avoir un bien-être général. Je vous ai repris un petit tableau récapitulatif donc, des dosages des substituts nicotiniques, plus ou moins équivalent à la consommation tabagique. Donc ça, c'est pareil, c'est un tableau issu donc, du site internet du RESPAD, qui est une énorme base documentaire pour le coup, avec beaucoup de supports téléchargeables. Donc, à noter que la grande majorité des fumeurs en milieu carcéral consomment donc des cigarettes roulées.
effectivement, comme à l'extérieur, c'est aussi moins cher, les stocks sont plus facilement gérables qu'avec des cigarettes industrielles. Donc les dosages de substituts vont forcément être augmentés, d'autant plus que il y a quand même un scepticisme encore assez présent sur l'efficacité des substituts nicotiniques. Donc rien que par rapport à ça et parfois difficulté de voir les patients détenus de façon régulière, c'est important qu'on charge assez rapidement et assez précocement, on va dire, le dosage des substituts, de façon à ce qu'ils ressentent rapidement aussi les effets, quoi. Petit point sur la vapoteuse. Donc, pour reprendre une phrase d'un intervenant que j'avais eu durant le DU de tabacologie, donc ne pas encourager mais ne pas dissuader, hein, c'est la posture qu'on continue d'avoir. La vapoteuse reste un produit de consommation et non un produit d'utilisation pharmaceutique. Il n'y a pas d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché. Tout ce qu'on sait, c'est que la nocivité est quand même inférieure à la cigarette. Le docteur Peffer vous l'a bien expliqué. Pour autant, on reste sur des recommandations. Voilà. On va privilégier quand même les produits avec AMM, dits de nicotine propre, et donc et thérapie. Des produits plutôt cadrés, on va dire, au niveau pharmaceutique, quoi. Il y a quand même une nuance qui est faite donc, pour les patients en cas de vulnérabilité, de précarité, où se pose la question du bénéfice-risque. Effectivement, si vous recevez un patient qui a sa vapoteuse, qui l'utilise, qui voudrait réduire sa consommation de nicotine dans la vapoteuse ou au contraire arrêter les cigarettes qui continuent de consommer à côté, on va accompagner en ce sens de façon à ce que la vapoteuse soit bien utilisée. Pour autant, si c'est quelqu'un qui vient vierge de toute utilisation de vapoteuse, on va quand même plus se diriger en première intention sur des produits avec AMM, donc des substituts nicotiniques référencés et gérés médicalement, quoi. Voilà, donc comme je vous disais, on va plutôt accompagner quelqu'un qui est déjà dans un usage de vapoteuse plutôt que le dissuader. Pour autant, quelqu'un qui n'a pas expérimenté, ça ne sera pas le premier outil qu'on va cibler, quoi. J'en profite pour faire un parallèle, mais bien dissocier et aussi bien rappeler qu'il y a différents types de cigarettes électroniques, de vapoteuses. Vapoteuse porte bien son nom, c'est donc de la vapeur d'eau, il n'y a pas de combustion de fumée, contrairement aux puffs, aux joules et autres produits de tabac brûlé, de tabac fumé, qui pourraient être référencés comme vapoteuses, mais qui ne le sont pas. Il y a l'industrie du tabac est assez douée pour semer le doute dans ces différents produits, mais bien rappeler aux patients qui consomment des produits de tabac brûlé ressemblant avec un packaging plutôt de cigarettes électroniques, que ça n'est en aucun cas une vapoteuse et qu'une vapoteuse ne fonctionne pas comme ça. Donc vraiment rappeler ce qu'est une vapoteuse et que évidemment tout le reste n'en est pas, hein. Donc je vous ai recensé un certain nombre de contraintes de la pratique, on va dire, paramédicale en milieu carcéral. Le temps de présence infirmière à dicto est quand même assez limité. Pour ma part, j'interviens demi-journée. Au vu de la demande, là, on va majorer un peu les passages, les temps de présence. Pour autant, ça, c'est très établissement dépendant. C'est un peu au cas par cas et selon les besoins et les orientations des peines intramuros de certains centres de détention. Mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, il y a un temps de présence IDE-addicto limité. On n'est pas professionnel de l'unité sanitaire, de l'unité somatique dans la détention. Donc forcément, c'est une présence très sporadique.
forcément, en découle une liste d'attente de rendez-vous assez importante. Au mieux, les patients sont vus une fois par mois. Sinon, les délais sont très souvent allongés. Parce qu'effectivement, l'infirmière addicto en détention, elle ne va pas voir que les sevrages tabagiques, du moins les accompagnements tabac. Il va y avoir tout le suivi addicto pour toute autre substance et également les suivis lancés par demande judiciaire. Donc, ça prend aussi du temps. Les objectifs de la justice ne sont pas toujours en adéquation avec les objectifs sanitaires. Donc, c'est parfois compliqué d'avoir un temps de présence, je dirais, assez efficient et adapté pour chaque problématique rencontrée, quoi. La prescription substitut, elle est très limitée, contrairement à toutes les possibilités, comme M. Pfeffer vous a dit sur la liste, donc vous avez sur la liste de la sécurité sociale, hein, Meli.fr, qui a des tableaux, voilà, avec une liste pas possible de types de TSN. Dans le centre de détention, j'interviens, il y a une marque de patch avec les 3 dosages, une marque de pastille avec un dosage et on a l'inhaleur, qui a un seul dosage. Clairement, on est dans une précarité matérielle forcée. Si vous avez un patient qui ne peut pas prendre, par exemple, bon, c'est bien, ils nous ont mis des pastilles, s'ils nous avaient mis que les chewing-gums en substitut oraux, ça aurait été compliqué vu les problèmes dentaires qu'on a. Mais voilà, il faut faire avec ce qu'on a. Enfin, clairement, c'est faire au mieux avec peu. L'approvisionnement est parfois aléatoire. Pour l'aspect pratico-pratique, chaque patient a une prescription donc que je rédige au niveau papier, que je faxe à la pharmacie de l'hôpital rattaché. J'avais supposé qu'on aurait donc les stocks adéquats avec les prescriptions que je faxe, ce qui est quand même assez logique, mais finalement non, parce que c'est une dotation à part. Et donc, c'est les infirmières de l'unité sanitaire qui doivent commander de façon un peu aléatoire et un peu généraliste ce dont je vais avoir besoin, sachant que d'une semaine à l'autre, je ne vois pas du tout les mêmes patients, avec pas du tout les mêmes besoins. Donc, bon, voilà, on fait avec la dotation, mais c'est pas toujours en adéquation avec les besoins réels, quoi. Les allées et venues des détenus sont contrôlées par des surveillants. Donc, voilà, si on est sur un détenu qui s'est très mal comporté, voilà, au niveau du surveillant de l'étage, il est possible qu'il y ait des petites restrictions d'accès ou tout simplement une extraction pour un jugement, une extraction pour un problème médical. Bah voilà, du coup, rendez-vous annulé, mais reporté à dans 2 mois parce que liste d'attente importante et donc les rendez-vous sont déjà complètement bookés 1 à 2 mois à l'avance, quoi. Vous avez aussi des cellules où plusieurs détenus sont ensemble. Donc là, il y a quand même un impact assez important du tabagisme des co-détenus. C'est un frein au changement, évidemment. Dans un environnement restreint, avoir quelqu'un qui fume sous votre nez, alors vous êtes dans une démarche de réduction, bon, c'est pas toujours évident. Et en plus, conséquence associée, c'est que le patient est dans un tabagisme passif, en plus d'être dans un tabagisme actif, quoi. La présence ponctuelle est donc importante, et la présence est ponctuelle et donc il y a une importance des transmissions orales et écrites avec l'équipe somatique de l'unité sanitaire, de façon à ce que voilà, ça suive quand même si dans la semaine il n'y a pas eu de présence addicto. Il y a des difficultés à monter des groupes d'infos et de prévention pour des interventions collectives. Pour autant, ça marche pas mal quand ça se met en place. Donc voilà, c'est une organisation assez importante, mais ça peut se faire et en général, ça fonctionne bien. Donc le cantinage, je voulais revenir là-dessus. On va dire que grosso modo, pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est le commerce intramuros légal. Donc les détenus vont avoir accès à un listing de produits qu'ils peuvent avoir. Donc souvent c'est alimentaire, ça va être des produits d'hygiène ou autres. Et effectivement, toutes les semaines, ils peuvent passer une commande au niveau cantinage de ce type de produit. Par contre, le cantinage pour cet autre type de produit, ça va être une fois par mois et ainsi de suite.
Par exemple, dans certains centres de détention, certaines maisons d'arrêt, le cantinage de vapoteuses est possible. Pour autant, dans le centre de détention où j'interviens, c'est très, très, très compliqué. C'est-à-dire que ça n'apparaît même pas sur le listing de ce qui est cantinable. On va dire que c'est une fois tous les 3 mois. C'est le cantinage exceptionnel qui permet d'aller ramener de l'extérieur des vapoteuses avec des liquides, mais avec des dosages très aléatoires, parce qu'en fait, c'est selon le surveillant qui va aller faire cette course-là. C'est selon ce qu'il va prendre et ce qu'il pense qu'il faut. Voilà, donc on fait un peu avec ce qui arrive. En plus, c'est très cher. Enfin voilà, c'est vraiment très très compliqué là où je suis. Donc c'est quasiment impossible d'avoir une vapoteuse en détention. Donc pour conclure, comme vous avez pu le remarquer, il y a effectivement des similitudes dans la prise en charge du fumeur en ville, en milieu hospitalier et en détention, mais il y a aussi beaucoup de différences, que ce soit sur le plan matériel ou logistique. Ça nécessite quand même une bonne adaptabilité du professionnel à son public et au lieu d'exercice. Je dirais que l'adaptabilité, c'est assez primordial pour que ça se passe au mieux et que tout le monde soit assez satisfait dans la prise en charge. C'est très très important de connaître son patient dans la globalité, mais ça comme partout, je dirais, ça permet vraiment de l'accompagner au mieux. Et pour résumer, la précarité est donc multifactorielle et multidimensionnelle et n'a pas du tout de limite d'âge, de sexe et de milieu tout court, quoi, de pays, voilà, pas de limite. Voilà. Je ne sais pas si c'est tout bon pour vous. Merci pour ces présentations, c'était très clair, très intéressant. Merci à Je vous. ne sais pas s'il y a des personnes, avec plaisir, s'il y a des personnes qui ont des questions ou qui souhaitent échanger un peu sur les thématiques évoquées. C'est vrai qu'il y a déjà eu l'occasion de faire plusieurs fois petit à petit le point, donc. Oui. Mais si jamais c'est l'occasion, on vous écoute. Il y a quelqu'un qui demande si ils auront les PowerPoint à disposition. Oui. Monsieur Guillet ? Oui, vous aviez évoqué à plusieurs reprises le lien qu'il y a entre la consommation de café et les effets de la caféine et de la consommation du tabac, mais je crois qu'il y en a un qui majore l'autre, mais enfin, je ne sais plus exactement comment ça se passe, et puis peut-être les conséquences de ça quand on est dans une démarche d'arrêt. Alors, je dirais que les deux sont excitants déjà. Bien que beaucoup de fumeurs attribuent un effet relaxant à la cigarette, c'est aussi important de leur rappeler que ce qui les relaxe en étant fumeur, c'est surtout de respirer correctement et de prendre le temps finalement d'inspirer et d'expirer, donc de faire une forme de cohérence cardiaque détournée, mais pas du tout l'effet de la nicotine qui lui est excitant. On va dire que les deux s'imbriquent au niveau excitant. On est surtout vigilant à ce qu'il n'y ait pas de majoration, par exemple, de caféine chez les patients qui vont commencer à réduire le tabac, vous voyez, de façon à ne pas rentrer non plus dans une autre dépendance, dans une autre addiction. Pour autant, je pense que l'addiction au café donne certainement moins de cancer que l'addiction au tabac. Après, voilà, au niveau des effets chimiques, je dirais l'un sur l'autre. Je ne sais pas si, Monsieur Peffer, vous avez un éclairage là-dessus à faire. Mais... Les liens café-cigarette, c'est assez compliqué. Ce qu'on sait, c'est qu'au début du sevrage, l'effet de la caféine est modifié parce qu'au niveau du foie, du fait que la nicotine n'arrive pas tout à fait de la même manière avec les substituts qu'avec la cigarette.
on a un effet beaucoup plus important. Et donc, c'est très tachycardisant. Et donc, c'est pour ça que moi, je conseille de passer à du décaféiné quand on peut, surtout en début de sevrage. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Monsieur Villiers. Oui, c'est bon, merci. Monsieur Lakowski, je crois. Oui, je ne sais pas si on revoit. Oui. Moi, je me posais la question de manière plus globale. Donc ici, on a malheureusement peu de ressources donc, en tabacologie. On en a, mais il n'y en a jamais assez. Et je me posais la question de former les assistants médicaux donc, à ces actions anti-tabac et à la prise en charge. Et donc, les assistants médicaux qui sont secrétaires, d'autres qui sont aides-soignants, d'autres infirmiers. Et est-ce que les aides-soignants peuvent être également formés? Parce qu'apparemment, à la faculté, ça bloque. Est-ce que, enfin, c'est le ancien en tout cas, est-ce que ce serait peut-être plus intéressant de promouvoir en fait la formation aussi des assistants médicaux à la prévention ou à la prise en charge des addictions et du tabac aussi? Je ne sais pas qui a les leviers pour ouvrir les portes, mais ça me paraît un point chantier. Alors, ça, je vous rejoins entièrement là-dessus. Enfin, chaque acteur dans le parcours de soins, en fait, a un rôle à jouer au niveau du tabagisme. Après, c'est vrai qu'il y a encore une difficulté d'accès, notamment sur les DU, tout ce qui est vraiment diplôme universitaire, aux professionnels qui n'ont pas le statut licence. C'est ce qui fait aussi la différence entre les aides-soignantes et les infirmières, parce qu'il y a le bac plus 2, enfin, oui, bac plus 2 et le bac plus 3. Et donc, en fait, l'accessibilité au diplôme universitaire est du coup bloqué sur ce simple principe-là. Pour autant, il y a quand même des formations, alors peut-être pas diplômantes, je dirais reconnues, au même titre qu'un DU ou autre, mais il y a un grand nombre de formations qui sont disponibles normalement et accessibles, que ce soit en ligne, en e-learning ou en présentiel, selon dans quel coin vous êtes, les organismes rattachés, les hôpitaux publics et autres. D'accord. Est-ce que une personne, un professionnel pourrait en fait faire des liens, nous fournir les liens aux assistants médicaux ou peut-être aux médecins généralistes qui vont, en passant par l'assurance maladie, pour qu'en fait on sache, lorsque le DU n'est pas possible, à qui s'adresser, à quel organisme s'adresser. Ce serait peut-être intéressant. Oui. Voilà, c'était juste une suggestion. Oui, non, mais oui. Voilà. Je partage. Je trouve qu'on a quand même pas mal progressé au niveau des maisons de santé, où il y a beaucoup d'infirmières qui se sont formées. Mais c'est vrai que le niveau en dessous, pour l'instant, on n'avait pas très développé ces formations-là. Peut-être qu'il faut commencer par des formations effectivement de base, et puis éventuellement que ces personnes-là réfèrent aux infirmières, infirmières en fait tout ce que vous connaissez, qui elles, possèdent déjà bien toutes ces notions. Hein. Alors le problème, c'est comme vous le savez bien, vous êtes du secteur, c'est qu'on est proche du Luxembourg et on a peu de ressources infirmières et aides-soignantes ici. Donc on fait avec ce qu'on a. et donc c'est toutes les personnes qui peuvent être formées, pour moi, c'est déjà ça de gagner, quoi. Après, excusez-moi, ce qui est réalisable aussi, c'est que des infirmières formées, mais d'ailleurs, je dirais, qui ont le DU de tabacologie ou autre diplôme universitaire, fassent des interventions, on va dire, d'information et d'apport pratico-pratique pour les professionnels partenaires, de façon à avoir le starter pack, si je puis dire, de base pour prescrire de façon basique, quoi. Par exemple, avec ma collègue
qui a aussi le DU de tabacologie sur le XAPA, qui va sur un autre centre de détention, ça arrive qu'on fasse des interventions à des collectifs médicaux, paramédicaux, sociaux, de façon à leur donner quelques outils, quelques clés, quelques bases tout simplement pour la prise en charge du fumeur. Donc ma collègue Isabelle, par exemple, elle a été formée, donc les deux centres de détention du Toulois, elle a formé, on va dire, les équipes sanitaires. Donc il y avait aussi les secrétaires, voilà, il y avait vraiment toutes les personnes qui gravitent à l'unité sanitaire, et elle leur a donné quelques outils, quelques pistes d'accompagnement pour les patients détenus fumeurs. Bon, après, voilà, en plus, évidemment, il y a les présences, les permanences à dicto, mais je veux dire, ce genre d'action, ça peut être fait à différents endroits et à différents moments, quoi. Après, effectivement, il faut solliciter les encadrements et la hiérarchie qui gèrent ce genre de choses. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Ça a l'air clair pour tout le monde. Je ne sais pas si Monsieur Pévert, vous vouliez compléter. Non, mais je crois que vous avez bien montré les difficultés en milieu carcéral par rapport au milieu général, et puis les solutions que vous avez essayé de développer. Donc, c'est très intéressant et très complémentaire. Je pense que les deux topos s'articulaient bien, sans qu'on se soit vraiment concerté. Voilà. Je trouve aussi. Il semblerait qu'il y ait un problème quant au partage des fichiers PowerPoint, donc je vous propose de me laisser votre adresse mail pour que je puisse faire un petit transfert de fichiers, parce que là, ça coince sur Teams, donc si vous êtes d'accord. Comment faire pour que ça n'apparaisse peut-être pas pour tout le monde? On va faire comme ça. Est-ce qu'il y a encore des remarques ou des questions? Je crois qu'on arrive au bout du webinaire. On aura tenu parfaitement les 2 heures. Oui, pour le coup. Magnifique. Eh bien, dans ce cas, je vous remercie tous et toutes, Valentine, Gérard et toutes les personnes qui étaient présentes, pour votre intérêt pour ce webinaire qui était d'une grande qualité. C'est agréable. C'était très intéressant et c'était très clair. Donc, merci beaucoup. Je ne peux que vous encourager à nous suivre sur les prochains webinaires, donc respectivement le 16 novembre sur tabac et périnatalité et le 24 sur la cigarette électronique. Merci beaucoup. Ils seront disponibles au replay et je vous encourage aussi à remplir le petit questionnaire qu'on a fait pour pouvoir un petit peu savoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des propositions à nous faire éventuellement pour l'année prochaine? Est-ce que c'était trop court, trop long? Qu'est-ce que vous pensez du format? Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et puis Merci à vous. à bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. À Merci. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Monsieur Pépère. Au revoir. Au revoir.